Donc, je vais commencer ma présentation par une petite enquête réalisée à notre service. Avant, je vais dire que la dénutrition est fréquente, elle est retrouvée chez 30 à 40% des patients atteints de cancer. Donc, c'est une cause majeure de morbidité qui mène souvent à l'interruption de la stratégie thérapeutique initialement planifiée. Son étiologie est complexe et fait intervenir plusieurs facteurs liés aux patients, liés au siège de la tumeur et au traitement reçu. Nous avons réalisé une petite enquête au niveau du service durant le mois de mars 2018. Son objectif était l'évaluation de la dénutrition chez les patients sous traitement par antinéoplasique. Donc, la méthode utilisée, c'était mesurer le poids des patients, puis le comparer avec le poids habituel et rechercher le taux le pourcentage de la perte de poids chez les patients. Nous avons inclus dans cette enquête 232 patients, dont 44% sont des femmes. L'âge moyen était de 57 ans. La localisation tumorale la plus fréquemment retrouvée était les cancers gastro-intestinaux, représentés par 45% des patients, suivis des cancers du sein chez 20% des cas. Donc cette slide illustre la distribution des patients selon l'IMC et on observe un pourcentage de dénutrition qui avoisine les 7%. C'est ce qui est en bleu foncé. Donc cette slide, c'est un plot qui illustre le pourcentage de la perte du poids chez les patients. Donc en vert, c'est les patients qui ont gagné du poids. En rouge, c'est les patients qui ont perdu leur poids. Et on a plus de 60% des patients qui ont présenté une perte de poids de plus de 60%. Donc, les hommes étaient plus sujets à présenter une perte de poids de plus de 5%, avec une différence de 20 points par rapport aux femmes. Donc, la tranche d'âge la plus touchée était entre 50 et 59 ans. Et le risque d'avoir une perte de poids était plus fréquent quand on avait une dénutrition sur l'IMC initial. Les cancers gynécologiques et les cancers thoraciques semblent être les plus fréquemment retrouvés. Donc, parlons des études réalisées dans le monde. Donc, c'est l'étude ROS, c'est une étude qui a évalué, c'est une étude rétrospective qui a évalué l'influence de la perte du poids sur la toxicité et la continuité de la stratégie thérapeutique chez les patients. Elle a inclus des patients présentant un cancer du poumon, tout type histologique, à petites cellules, non à petites cellules, et le mésothélium. Elle a inclus 780 patients dont l'âge moyen était 63 ans, avec plus de 60% de sexe masculin. Donc cette étude a retrouvé une différence significative par rapport au retard de l'administration des cycles de traitement, donc, qui est plus de 50 points entre les patients qui ont perdu leur poids et les patients qui n'ont pas perdu leur poids, et donc qui s'est traduit sur une détérioration de pourcentage de la complétion de schéma thérapeutique, et avec une survie qui est plus mauvaise chez les patients qui ont perdu leur poids. La différence était dans les environs de 20%. D'où l'intérêt de rechercher et de prendre en charge précocement et systématiquement la dénutrition chez les patients atteints de cancer. Donc le diagnostic de la dénutrition est un diagnostic facile. Il suffit d'avoir un des éléments suivants, donc un IMC qui est moins de 18,5, une perte du poids qui est supérieure à 5% en un mois, ou bien supérieure à 10% à 6 mois, ou bien un taux d'albuminémie moins de 30 grammes par litre. Pour parler d'une dénutrition, sévère, donc il suffisait d'avoir une perte de poids supérieure à 10% donc, en un mois, ou bien supérieure à 15% en 6 mois, ou bien un taux d'albumine inférieur à 20 grammes. Pour les sujets de plus de 70 ans, il faut noter plutôt qu'une albuminémie moins de 35 est considérée comme une dénutrition, et quand elle est moins de 30 grammes, c'est une dénutrition sévère. Donc, pourquoi il faut faire le dépistage de la dénutrition et sa prise en charge? Cette question va être répondue par l'étude Pacanella. Donc, c'est une étude rétrospective qui a évalué l'intérêt de l'intervention nutritionnelle précoce sur la tolérance et le devenir des patients qui sont traités par radiochimiothérapie pour leur cancer ORL. C'est une étude qui a inclus 66 patients présentant un cancer ORL qui ont été donc, distribués dans deux groupes. Un groupe de 33 patients qui a bénéficié d'une intervention nutritionnelle
précoce avec un suivi hebdomadaire pendant le traitement et entre 14 et 28 jours après la fin du traitement, et 33 patients qui n'ont pas reçu une intervention nutritionnelle. C'est le groupe contrôle. L'objectif est l'évaluation de la tolérance du traitement et le devenir des patients. Donc l'étude a remarqué qu'il y avait plus de 33% de différence entre les patients qui ont subi une intervention nutritionnelle par rapport au groupe contrôle, avec une stabilisation du poids qui se maintient même après l'arrêt de l'intervention. En pratique, il faut mesurer le poids du patient, calculer son IMC, il faut évaluer la perte du poids du malade, il faut évaluer les ingestats et évaluer ses besoins nutritionnels. Il faut toujours privilégier la voie orale, puis la voie parentérale, plutôt entérale, et la voie parentérale sera utilisée quand le tube digestif n'est plus fonctionnel. L'évaluation des besoins nutritionnels est simple. Pour les besoins énergétiques, pour les patients d'oncologie médicale, c'est 30 à 35 kcal par kilogramme de poids du patient par jour. Pour les besoins protéiques moyens, c'est 1,2 à 1,5 g par kilogramme du poids par jour. Je vais présenter un petit cas clinique. Donc, c'est le cas du monsieur AS, âgé de 63 ans, qui présente un cancer colorectal nouvellement diagnostiqué, dont le poids habituel est 72 kg, et le poids actuel est de 67 kg. Donc, c'est un patient qui présente une perte de poids de 5 kg en un mois, donc c'est 7%, c'est un malade qui présente une dénutrition. Donc, cette dénutrition va être responsable d'une toxicité majorée, et qui va amener au non-respect de la stratégie thérapeutique, qui va se traduire par une survie qui est moins bonne. L'interrogatoire de ce patient a révélé que le menu type du malade, il prend un petit déjeuner, au petit déjeuner un café au lait avec une tartine de beurre. Donc au déjeuner, il prend une portion de viande avec des féculents et légumes et une portion de fromage. Au dîner, c'est une soupe, un œuf dur et 2 biscuits. Le calcul des apports protéiques chez ce patient retrouve qu'il a 46 grammes de protéines par jour. Ça paraît que c'est un malade qui se nourrit très bien, mais les besoins nutritionnels réels de ce patient sont de 80 à 100 grammes de protéines par jour, donc il a un manque de 34 grammes par jour. Donc il va se cumuler du jour au jour. Donc, la prise en charge nutritionnelle des patients commence toujours par une évaluation nutritionnelle. S'il n'y a pas de dénutrition, ça veut dire que les ingestats égale le besoin. Donc on va faire une évaluation du poids une fois par semaine. Si le malade n'est pas dénutri, mais les ingestats qui sont moins des 2/3 des besoins, on va essayer de privilégier une alimentation enrichie, avec une évaluation une fois toutes les semaines. Si on est en présence d'une dénutrition modérée, donc c'est un enrichissement de l'alimentation si les ingestats sont supérieurs à 2/3 des besoins. Sinon, c'est si le tube digestif est fonctionnel, ça sera une nutrition soit entérale, soit parentérale. Même chose en cas de dénutrition sévère. Si la nutrition entérale est possible, si on prévoit la maintenir pendant plus de 4 semaines, c'est la juvénostomie d'alimentation. Si moins de 4 semaines, on va préconiser une sonde nasogastrique. Si le tube fonctionnel n'est plus, plutôt le tube digestif n'est pas fonctionnel, ce sera une nutrition parentérale par voie périphérique si c'est pour moins de 2 jours, sinon ça sera par voie veineuse centrale. Donc mon message, c'est essayer d'intégrer la prise en charge nutritionnelle dans le projet thérapeutique du patient. Et je vous remercie.